Automne 1882, Nouveau-Mexique. Cet après-midi-là, alors qu'il parcourait la clôture nord de son ranch, Ethan arrêta brusquement son cheval. Devant lui, dans l'immensité de la prairie, vaste et infinie comme la mer, une minuscule silhouette le figea sur place. Un petit garçon apache, pas plus de 5 ans, se tenait là, pieds nus, vêtu de haillons, le visage maculé de boue. Ses yeux sombres, sauvages et effrayés, ressemblaient à ceux d'un petit animal traqué. À la vue d'Ethan, l'enfant recula, puis s'effondra dans l'herbe sèche, vaincu par la faim et l'épuisement. Lentement, Ethan s'approcha. Sa voix grave et éraillée retrouva malgré lui une douceur oubliée. « Calme-toi, petit. Personne ne te fera de mal ici. » Sans hésiter davantage, il souleva le garçon, le plaça sur sa monture et retourna vers la cabane, pleinement conscient que, dans cette région, les Apaches n'étaient guère les bienvenus. À la lueur du feu vacillant, il prépara un peu de bouillie, nettoya doucement les pieds écorchés de l'enfant, puis lui tendit un petit cheval en bois, un jouet qu'il avait autrefois sculpté pour un fils qui n'était jamais venu au monde. Cette nuit-là, le garçon s'endormit profondément près de l'âtre, serrant le cheval en bois contre lui comme s'il s'agissait de tout son univers. Ethan resta debout longtemps, immobile, observant en silence. Quelque chose en lui, enfoui depuis des années sous la douleur et le temps, se remit à vivre. Au matin, les premiers rayons du soleil traversèrent les interstices des planches et vinrent caresser le visage encore endormi de l'enfant. Il tenait toujours le jouet dans ses bras, comme s'il craignait qu'on le lui arrache. Appuyé contre une poutre, Ethan le regardait, saisi par un sentiment étrange qu'il ne savait pas nommer. Cette maison, vide depuis tant d'années, respirait à nouveau et ce souffle fragile suffisait à tout bouleverser. Mais le doute s'immisça en lui, aussi sournois que la tombée du soir. « Qu'est-ce que tu fais, Ethan ?» murmura-t-il. Cet enfant n'était pas le sien, et il n'avait pas sa place dans le monde d'Ethan. Le garder, c'était attirer les ennuis. Il savait trop bien que les habitants du coin n'avaient pas besoin d'un prétexte pour haïr les Apaches. S'ils apprenaient qu'il cachait un enfant, ils se retourneraient contre lui, peut-être même brûleraient son ranch. Toute la matinée, cette pensée le hanta. En menant son cheval vers les champs, il se disputait intérieurement. Devait-il prévenir les autorités? Le confier à d'autres, pour que les siens le retrouvent? Mais l'ombre d'un souvenir revint sans cesse, celui du fils qu'il n'avait jamais tenu dans ses bras, pour qui il avait sculpté ses jouets, cousus de minuscules vêtements, sans jamais entendre son premier cri. Quand le soleil fut haut, le garçon se réveilla et se traîna jusqu'à la porte. Voyant Ethan couper du bois sur le perron, il hésita, fit quelques pas prudents, sans oser s'approcher davantage. Ses yeux, pleins de peur mais aussi d'une lueur d'espoir, semblèrent percer la muraille que l'homme avait bâtie autour de son cœur depuis 8 longues années. « Tu as faim ?» demanda doucement Ethan. L'enfant hocha à peine la tête. Ethan posa devant lui un bol de bouillie tiède et s'assit en face. Aucun mot ne fut échangé, seulement le tintement discret de la cuillère contre le bol et le souffle du vent sur la prairie. Pourtant, dans ce silence, un lien invisible naquit entre eux, un fil qu'Ethan savait désormais impossible à rompre. Plus tard dans la journée, il installa le garçon sur le dos du cheval. L'enfant eut peur d'abord, puis, à mesure que la monture avançait paisiblement dans l'herbe, un léger sourire se dessina sur ses lèvres, le premier depuis qu'Ethan l'avait trouvé. Ce simple sourire serra le cœur de l'homme. Le soir venu, tandis que la lumière du feu dansait sur les murs de la cabane, Ethan resta seul, un vieux couteau de poche serré entre ses doigts. Il savait que sa décision était prise, pas par pitié ni par culpabilité, mais par quelque chose de plus profond. Il ne pouvait supporter de perdre une seconde fois la possibilité d'être père. « Tu resteras ici » murmura-t-il en regardant l'enfant endormi. « Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Ainsi, le choix fut fait, et il en assumerait toutes les conséquences. Le lendemain, l'enfant reprit des forces. Sa peau retrouvait un peu de couleur, ses jambes tremblaient encore, mais il se déplaçait à présent dans la cabane. Il ne prononçait toujours aucun mot, mais il suivait Ethan partout, comme s'il était le dernier refuge sûr de son monde. Chaque fois qu'Ethan sortait vers l'écurie, le garçon s'asseyait près de la fenêtre, serrant fort son petit cheval en bois. Un après-midi, alors que le vent froid du crépuscule balayait la plaine, Ethan réparait une portion de clôture derrière la grange quand il entendit, au loin, le galop de chevaux. Des années d'isolement avaient affûté ses réflexes. Il se figea, la main posée sur le revolver à sa ceinture, caché derrière un vieux chêne. Sur le sentier étroit menant au ranch, une femme apparut, montée sur un cheval amaigri.
Ses cheveux volaient dans le vent, et ses yeux sombres brûlaient d'épuisement et de désespoir. Sa chemise en peau de daim était déchirée, et une marque rouge entourait encore son poignet gauche, trace profonde laissée par une corde. Lorsqu'elle aperçut le petit garçon jouant près de la fenêtre de la cabane, elle laissa tomber les braises qu'elle portait, s'effondra à genoux et cria quelques mots étouffés dans la langue apache. L'enfant, reconnaissant cette voix, se retourna brusquement et courut vers la porte. En un instant, il s'élança dans les bras de la femme, sanglotant, répétant un même mot encore et encore. Ethan resta immobile, la main toujours sur son arme, puis lentement, il abaissa le revolver. Il n'avait pas besoin de comprendre leur langue pour saisir la vérité. Cette femme était la mère du garçon. Plus tard, il apprendrait qu'elle s'appelait Tekina. Elle serra son fils contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Depuis 8 jours, elle errait à travers la plaine, cherchant désespérément l'enfant disparu lorsque leur groupe avait été dispersé par une patrouille. La faim, la fièvre et le désespoir avaient presque eu raison d'elle, mais dans ses yeux brillait encore une force farouche. Lorsqu'elle regarda Ethan, elle murmura d'une voix brisée. « Tu l'as sauvé, merci. » Ethan baissa la tête. « Il n'y a pas de quoi. J'ai seulement fait ce qui était juste. » Quand Tekina chancela de fatigue, il la soutint, la fit entrer, ralluma le feu et lui servit un bol de bouillie chaude. Il savait pourtant que garder une femme apache et son fils sous son toit pouvait lui attirer de graves ennuis. Dans la ville voisine, on considérait ces gens comme des ennemis. Mais contre toute attente, il prononça calmement. « Vous pouvez rester, aussi longtemps qu'il le faudra. » Tekina le regarda avec méfiance, mais quand ses yeux se posèrent sur son fils endormi, serrant contre lui un petit cheval en bois, elle hocha doucement la tête. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 8 ans, la cabane d'Ethan ne résonna plus seulement du vent et du craquement du bois. Dans la lumière vacillante du feu, on entendait le souffle paisible d'un enfant, le murmure d'une mère et le battement discret du cœur d'un homme qui retrouvait lentement une raison de vivre. Les jours suivants, un nouveau rythme s'installa. Tekina, encore faible, aidait comme elle pouvait. Elle rangeait, préparait les repas, veillait sur son fils Thomas. Le garçon, apprenant peu à peu quelques mots d'anglais, suivait Ethan jusqu'à l'écurie chaque matin, les yeux grands ouverts de curiosité. La cabane, autrefois glaciale et silencieuse, reprenait vie. Mais un soir, le vent du nord s'abattit sur la prairie, et Thomas se mit à tousser. Ce n'était d'abord qu'un petit son sec, puis, au matin, il brûlait de fièvre. Son visage était cramoisi, ses lèvres sèches, et le mot mama qu'il murmurait déchirait le cœur d'Ethan. Tekina reconnut ce mal, la fièvre qui, dans sa tribu, emportait souvent les enfants. S'il ne parvenait pas à faire tomber la température, il ne survivrait pas. Alors commença une lutte acharnée. Ethan courut jusqu'au ruisseau, trempa des linges dans l'eau glacée et les posa sur le front brûlant du petit. Tekina fit bouillir des feuilles médicinales tirées de son sac, versant le breuvage amer dans la bouche de Thomas, goutte après goutte. 2 jours et 2 nuits passèrent sans qu'aucun d'eux ne dorme. Ethan tenait sans relâche la main du garçon, priant silencieusement. Chaque fois que la fièvre semblait baisser, il sentait renaître un peu d'espoir. Une nuit, alors que Thomas délirait, il murmura quelque chose dans son sommeil. Ethan se pencha et chuchota. « Papa est là, je ne partirai pas. » Peu à peu, la distance entre lui et Tekina s'effaça. Quand ses mains tremblaient d'épuisement, il posa doucement les siennes dessus, sans un mot, mais assez pour lui dire qu'ils se battaient ensemble. Et lorsqu'il finit par s'endormir sur la chaise, ce fut elle qui le couvrit d'une couverture et esquissa un sourire discret. La 3e nuit, la fièvre céda enfin. Thomas dormait profondément, respirant calmement. Ethan laissa échapper un long soupir de soulagement, tandis que Tekina pleurait non plus de peur, mais de reconnaissance. « Personne n'a jamais fait ça pour mon enfant », murmura-t-elle. Ethan répondit d'une voix rauque. « Ce n'est plus seulement ton fils. C'est le nôtre. » À cet instant, quelque chose de fragile mais réel les unissait, non par le sang, mais par le choix, la confiance et le courage partagés. Dans cette petite cabane perdue au bord de la prairie, une famille venait de naître. Mais les rumeurs n'avaient pas tardé à se répandre. Quelqu'un avait aperçu une femme apache acheter du sel et de la farine, un enfant à la peau sombre courir près des écuries. En quelques jours, tout DRY Hollow savait. Ethan Cole abritait des Indiens chez lui. Les regards s'éteignirent, les poignées de main disparurent. Les mots qu'il entendait sur son passage étaient autant de lames invisibles. Cet homme a perdu la tête. Ils lui trancheront la gorge dans son sommeil.
Ethan ne répondit jamais. Il continua à labourer, à soigner ses chevaux, et chaque soir, il racontait une histoire à Thomas avant qu'il s'endorme. Mais un matin, il découvrit un panneau cloué sur la clôture. « Partant qu'il est encore temps ». L'après-midi même, une pierre traversa la fenêtre, brisant le verre et faisant hurler Thomas de peur. Et le soir, au coucher du soleil, ils arrivèrent. 10 cavaliers, menés par le shérif Murdoch, un ancien ami. Les fusils luisaient dans la lumière rouge du crépuscule. Ethan, lança le shérif, « Je ne veux pas que ça tourne au drame. Mais la ville ne tolérera pas une indienne ici. Remêlez-nous ou quitte ces terres. » Ethan s'avança lentement. Non. Sa voix était basse mais ferme. Ils restent. C'est leur maison. Et la mienne. Murdoch détourna les yeux, mal à l'aise. Ethan écarta son manteau, révélant le colt à sa ceinture. Si quelqu'un veut les toucher, il devra d'abord passer par moi. Un silence glacé s'abattit sur la prairie. Puis, finalement, Murdoch fit tourner son cheval et ordonna le repli. Mais le regard qu'il lança en partant n'était pas celui d'un homme vaincu, c'était un avertissement. Cette nuit-là, Ethan resta assis sur le porche, l'arme posée près de lui. Au loin, le vent portait l'odeur du feu venu de la ville. Il savait que le chemin qu'il avait choisi n'avait plus de retour possible. Mais cette fois, il n'était plus seul. Dans la cabane, 2 êtres dormaient, ceux pour qui il était prêt à tout donner. Il revint à la cabane, une longue éraflure sur la joue et les yeux rougis de honte. Ethan s'agenouilla aussitôt pour nettoyer la plaie, les mains tremblantes de colère et d'impuissance. « Je suis désolé, murmura-t-il. J'aurais dû mieux te protéger. » Mais Tekina secoua doucement la tête. « Ce n'est pas ta faute, Ethan. C'est le prix que nous payons. » Les semaines suivantes furent un siège invisible. La ville les rejeta, les contrats disparurent et les nuits se remplirent de menaces silencieuses. On incendia une partie de la clôture, on tua 2 vaches et on cloua un panneau à la barrière, « Sauvage interdit ». La cabane devint un symbole de mépris. Personne n'approchait. Personne n'offrait d'aide. Pourtant, Ethan resta. Chaque matin, il se levait à l'aube pour réparer les dégâts, planter du maïs et de l'orge dans la terre sèche. Il apprenait à Thomas à faire des nœuds, à allumer un feu, tandis que Tekina cueillait des herbes dans les collines et cousait des vêtements pour leur fils. Sans jamais le dire, tous 3 savaient que ce lieu n'était plus un refuge. C'était désormais ce pourquoi il valait la peine de se battre. Une nuit, le vent du nord souffla, charriant l'odeur lointaine de fumée. Assis sur le perron, le fusil sur les genoux, Ethan observait la lueur tremblante à l'horizon. Il savait que la haine n'était pas éteinte. Mais pour la première fois de sa vie, il n'avait plus peur. « Nous restons, dit-il d'une voix grave. Quoi qu'il pense, quoi qu'il fasse. Cet endroit, c'est notre foyer. » Tekina s'assit à ses côtés, glissa sa main dans la sienne. Thomas posa sa tête contre son épaule. Et dans ce silence, rejeté par le monde, ils trouvèrent quelque chose de plus fort que la peur. Ils se trouvèrent les uns les autres. L'été arriva plus tôt et plus brûlant que quiconque l'aurait cru. Le vent chaud traversait DRY Hollow comme un feu invisible, portant la poussière rouge et la tension d'une blessure ancienne. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit, une épidémie. D'abord un enfant, puis 2, puis 3. En une semaine, la moitié du bourg délirait de fièvre. Le seul médecin prit la fuite, laissant la population paniquée et démunie. « C'est une punition », disaient certains. « Il n'y a pas de remède. » Ethan apprit la nouvelle par le facteur, le seul à encore s'approcher du ranch. Quand il la raconta à Tekina, ses yeux s'illuminèrent d'une résolution nouvelle. « Je connais cette maladie, dit-elle. Mon peuple la soignait avec des herbes. Mais il me faut une feuille rare qui pousse dans le canyon du Sud. » Ethan hocha la tête. « Alors, nous irons. » Avant leur départ, une petite voix s'éleva, « Je veux y aller. » C'était Thomas, droit dans l'embrasure de la porte, le regard grave pour un enfant de 5 ans. « Je suis petit, je peux descendre plus facilement. » Ethan voulut refuser, mais se tut. Le garçon faisait ce qu'il lui avait toujours appris. Protéger les autres, même ceux qui t'avaient blessé. 3 jours plus tard, Tekina revint, les bras pleins de feuilles médicinales. Ensemble, ils préparèrent le breuvage amer, enseignèrent au plus fort comment faire tomber la fièvre, calmer la toux et appliquer les plantes. Maison après maison, ils soignèrent, sans se soucier des regards ou des murmures. Puis le miracle survint,
la maladie recula. Un matin, la première enfant sauvée, celle qui autrefois jetait des pierres à Thomas, ouvrit les yeux. Sa mère, en larmes, tomba à genoux devant la cabane. « Nous avions tort », sanglota-t-elle. Bientôt, la rumeur se répandit, l'écho l'avait sauvé D.R.Y. Hollow. Des habitants apportèrent du pain, du bois, des outils pour réparer la clôture. Même les anciens ennemis vinrent baisser la tête sur le perron qu'ils avaient voulu brûler. Un vieil homme déposa une bouteille de bourbon poussiéreuse. « Nous vous devons nos vies. » Ce soir-là, Ethan ouvrit la barrière du ranch et vit le peuple de D.R.Y. Hollow venir vers lui avec des sourires au lieu de haine. Thomas riait, jouant avec les enfants qu'il avait jadis rejetés. Le printemps suivant apporta une douceur nouvelle. Le vent ne portait plus l'odeur du feu, mais celle des fleurs sauvages. La cabane d'Ethan Cole, jadis maudite, faisait désormais partie de la communauté. Chaque matin, les rires d'enfants résonnaient près des écuries. Thomas, qu'on appelait maintenant le Petit Brave, était célébré pour avoir rapporté les feuilles du canyon. Tekina, la femme autrefois insultée, était devenue la guérisseuse du village. On l'appelait Madame Takina, celle qui avait sauvé leurs enfants. Ethan, lui, n'était plus un paria. Il travaillait la terre, entouré des siens, recevant chaque jour du pain, des semences et des mots de gratitude. Lors de la fête du printemps, la ville les invita comme hôtes d'honneur. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait en teignant le ciel de rouge, Ethan s'assit sur le perron. Il regardait Tekina cueillir des herbes pendant que Thomas jouait avec un chiot. Une brise légère fit tinter les clochettes au-dessus d'eux. « As-tu jamais cru, demanda-t-il doucement, qu'on aurait une famille ?» Elle leva les yeux, sourit. « Peut-être que nous ne l'avons pas trouvé, » répondit-elle. « Peut-être que nous l'avons bâti. » Le garçon grimpa sur les genoux de son père et murmura « Je t'aime, papa ». Le cœur d'Ethan se serra. Ce mot, qu'il croyait ne jamais entendre, était devenu réel. Ils restèrent ainsi, unis sans promesse ni titre, mais liés par l'évidence, ils étaient une vraie famille. Au loin, les cloches de D.R.Y. Hollow sonnaient, mais le seul son qui importait dans cette cabane de bois, c'était celui de 3 cœurs battant à l'unisson. Jadis perdus, ils avaient trouvé leur place. Car la haine ne guérit rien, elle creuse les plaies. Seul l'amour, force la plus courageuse dans un monde dur, brise les murs entre nous. Le pardon n'efface pas, il permet d'avancer plus léger, ensemble. Les jours passèrent, et la vie reprit dans D.R.Y. Hollow, différente, apaisée. Là où régnait autrefois la méfiance et la rancune, s'élevaient désormais des rires, des chants, et la promesse d'un avenir partagé. Les habitants, qui autrefois détournaient le regard en croisant Ethan, levaient maintenant la main pour le saluer. Le marché de la place principale portait les traces de ce changement. Sur les étals, les paniers d'herbes médicinales de Tekina côtoyaient les outils forgés par les voisins, les confitures offertes par les familles qu'ils avaient sauvées. Thomas, le petit garçon que l'on avait méprisé, courait parmi les étals, suivi de son chiot. Chaque fois qu'il riait, les anciens du village s'arrêtaient un instant, le regard attendri. « Voilà notre petit héros », disaient-ils. Et dans leur voix vibrait une reconnaissance profonde, celle d'un peuple qui avait enfin appris à voir au-delà des origines et des blessures. Une après-midi, un cavalier arriva de Santa Fe, porteur d'un message officiel. Le gouvernement territorial avait entendu parler de l'épidémie, des guérisons et du courage de ceux qu'on appelait jadis les exclus du canyon. Une délégation voulait venir à D.R.Y. Hollow pour étudier les remèdes de Tekina. Ethan accueillit la nouvelle sans triomphe. Il regarda simplement sa femme et dit « Que le monde vienne, s'il vient en paix ». Tekina hocha la tête, son regard tourné vers l'horizon brûlant de soleil. Le soir même, un feu crépitait devant la cabane. Les voisins étaient venus nombreux, apportant des plats simples, du maïs, du pain, du café noir dans des tasses d'étain. On chanta, on rit, on évoqua les disparus, mais aussi les renaissances. Ethan leva son verre vers le ciel, à ceux que nous étions, à ceux que nous sommes devenus et à ceux qui viendront après nous. La flamme éclairait son visage fatigué mais apaisé. Tekina posa la main sur son bras et Thomas, assis entre eux, observait les étoiles. « Regarde, P.A., murmura-t-il, on dirait qu'elle nous sourit. » Ethan sourit à son tour. Peut-être avait-elle toujours souri, pensa-t-il, mais il avait fallu tant de douleur pour apprendre à les voir. Et ainsi, au cœur de D.R.Y. Hollow, l'histoire d'une famille rejetée puis reconnue devint une légende. On la raconta longtemps,
autour des feux, dans les écoles, dans les lettres que les voyageurs emportaient plus loin que les collines. Elle disait qu'aucune haine n'est éternelle, qu'aucun mur ne résiste à la main tendue, et qu'une simple cabane, bâtie dans la poussière, pouvait devenir le centre d'un monde réparé.